Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. Quand la tombée du soir vient nimber une carrière, éclosent des évidences qui, sans fatuité mais avec conviction, se muent en quasi-certitude. Fruit de recherche, d'échanges, d'enseignements et de réflexion, les lignes qui suivent ont été commises dans l'espoir de faire prospérer celles qui inspirent l'auteur. Ainsi des idées qui, qu'on le veuille ou non, restent rarement disjointes des faits qui brodent l'époque où elles voient le jour. Les chapitres dédiés tant à la recherche économique qu'au fondement du développement durable s'ingénient à le souligner. Ainsi des innovations qui attestent l'évolution de contextes bouillonnants d'initiatives. L'évocation de l'intelligence économique, de l'avènement de l'euro, des rôles impartis à l'État et au marché ou encore du surgissement des cryptoactifs le prouvent. Ainsi des mutations enfin qui, à l'instar de la construction européenne ou de la mondialisation, ne sont chiches ni d'avatar ni de questionnement. Quel que soit l'éclairage que privilégie l'économiste, force lui revient de méditer les leçons de l'expérience, consubstantielles à tout raisonnement, de se méfier des spéculations par trop abstraites, désincarnées par nature, et d'éviter de camper des postures idéologiques, a fortiori réductrices. C'est à cette triple aune que ces pages ont été rédigées, closes qu'elles se trouvent par l'énoncé d'aphorismes ou parfois, pointe un brin d'ironie. Chapitre 1 – La recherche économique, au travers des âges. Une question taraude l'esprit, si elle ne le torture. Comment se fait-il qu'au rebours de tant d'autres arts, le terme d'économie politique ne fut inventé qu'en 1615 par Antoine de Montchrétien et que celui d'économiste ne fut usité pour la première fois que dans les années 60 du XVIIIe siècle pour qualifier les membres de la secte des physiocrates? Voilà qui est rare sur le curseur de l'histoire. Dure, sociale ou artistique, la plupart des disciplines datent en effet du temps où la pensée a éclos. Peinture, sculpture, musique, poésie, géométrie, littérature, géographie, philosophie, histoire, astronomie, médecine, sismologie ont fort tôt abondé la cognition. Avançons une interprétation. L'économie n'ayant eu que la subsistance pour but, elle ne pouvait instiguer de savantes spéculations. En revanche, sitôt que les frémissements de la technique aidèrent à l'envol des sociétés, la réflexion s'imposa. Ainsi fit-elle son entrée dans le palais du savoir, non sans connexité avec d'autres sciences. La question de l'efficacité de la recherche économique est en soi délicate. L'aborder rend perplexe au point d'être dérouté. En pareil embarras, s'en remettre au poète peut être d'un précieux secours. Dans son Faust, Johann Wolfgang Goethe, 1789 à 1832, prétend que l'homme erre tant qu'il s'efforce et cherche. Un peu plus tard, dans ses pensées, le poète roumain Mihai Eminescu 1850 à 1889 semble lui faire écho en arguant que les gens se divisent en deux catégories. Les uns cherchent et ne trouvent pas, les autres trouvent et ne sont pas contents. Friand de synthèse, l'auteur de ces lignes s'est évertué à chercher sans errer et à trouver en restant content. En sorte que ses propos seront ordonnés d'après un ordre chronologique, car l'efficacité, dont l'étymologie latine signifie production d'effets, s'est déclinée à l'aune des besoins du moment. Aussi soutiendra-t-on que trois périodes ont déroulé une fresque teintée d'intemporalité. Celle d'une recherche empirique à portée pragmatique, celle d'une recherche théorique à dessein dogmatique, celle d'une recherche éclectique à visée politique. Pénétrons donc dans la galerie de la pensée économique, afin d'en apprécier le rayonnement de ces illustres figures et d'en savourer ces horizons prometteurs. Recherche empirique à portée pragmatique. Trois phases de l'histoire composent la première période, l'Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance. L'Antiquité. Aux temps les plus reculés, l'économie n'est qu'un moyen au service des ambitions des États ou des idéaux de leurs souverains. Méditons quelques exemples, en Orient comme en Occident. En Orient. Dans sa partie lointaine, en Chine, la société s'organise autour de cités-palais bien avant le Christ. Inductrice de dépendance sociale et religieuse, elle repose sur un noyau, le palais, et se fixe la défense de la paysannerie pour mission. Une préoccupation économique à fleur donc. Éclosent alors des écoles qui arrêtent et véhiculent des principes de vie singuliers. Celle des lettrés fondée par Confucius, 551 à 479 AV. J.C., ancrée dans la morale et pétrie de générosité, invite le gouvernement à veiller à l'équité.
Celle des légistes, conduite par Kuang Chong, allègue plusieurs présupposés. La terre produit la richesse, la valeur de la monnaie est reliée à la vitalité des récoltes, les prix oscillent en raison inverse des quantités disponibles, la présence de l'État est de tous les instants, cependant que les concepts de consommation, d'épargne, de revenus et de production sont mis en relation. De semblable manière, au cœur du Moyen-Orient, des cités-États s'érigent, telles celles d'Ur en Mésopotamie, bien connues des cruciverbistes. En ces communautés, des découvertes d'importance se font jour. Près de 2 millénaires avant le Christ, le Code Hammurabi réglemente les relations entre créanciers et débiteurs, la première comptabilité est créée, le cycle devient monnaie circulante, les concepts de prix et de marché sont disputés. Rien que de pragmatique, on le concédera aisément. En terre de Pharaon, l'Ancien et le Moyen Empire sont les siècles à retenir bien que de tout temps, la question de l'irrigation des terres arables y fut centrale. Lors de l'Ancien Empire, 2700-2160 AV. J.C. Les érections de temples et des pyramides de Gizeh rivalisent de prouesses techniques et octroient des centaines de milliers d'emplois tout en creusant des déficits publics abyssaux. Durant le Moyen Empire, 2065 à 1785, prospérité économique, développement des fermes, exploitation des gisements miniers, construction de fortifications militaires constituent les traits les plus marquants. Là encore, le pragmatisme est de mise. En Occident. À Athènes au siècle de Périclès, la pensée de Socrate remet la nature humaine à l'honneur, reléguant la préoccupation des choses matérielles à un rang subalterne. Toutefois, parmi ses disciples, Xénophon 430 à 355, Platon 428 à 347 et Aristote 384 à 322 se piquèrent d'économie, fut-elle sciemment nimbée de morale. Le premier centre sa réflexion sur le concept d'utilité, chante la ruralité et recommande l'expansion du commerce maritime. L'appel à l'interventionnisme est plus flagrant chez Platon, surtout dans la République, alors que dans les lois son rigorisme s'infléchit, l'étatisme remplace le communisme des biens et des personnes et l'argent se trouve décrié. Ce dénigrement culmine chez Aristote qui, dans la politique, oppose l'économie de nature, crématistique naturelle, destinée à combler nos besoins, à l'économie de richesse, crématistique mercantile, visant à accumuler l'argent, contraste qui l'amène à condamner le prêt à intérêt. Lui revient le mérite d'avoir explicité le distinguo valeur d'usage, valeur d'échange, et d'avoir découvert les trois fonctions de la monnaie, unité de compte, réserve de valeur, instrument d'échange. Un bon demi-siècle plus tard, l'épicurisme vint contredire ces allégations. Professant des thèses rationalistes et athées, son fondateur, 341 à 270, se fit le chantre de l'individualisme hédonistique, concept promis au plus bel avenir. La pensée économique, en revanche, est restée lettre morte à Rome. Quelques manuels d'économie rurale y voient bien le jour, ceux rédigés par les fameux scriptores de Re Rustica tels Caton, Véron, Columelle ou Pline l'Ancien. Des conseils adressés aux princes y éclipsent toute analyse digne de ce nom. Salluste et Tite Live, moraliste historien, Virgile ou Horace, poète renommé, Martial et Juvénal, satirique patenté, éditent tous des œuvres où perce une critique acérée de la richesse et de l'argent. Quant à l'influence de l'étatisme aux bas empires, elle est avérée car le dirigisme s'affirme, comme l'atteste l'édit de Dioclétien sur les prix en 301. Bref, une quête de l'efficacité certes mais d'essence toute pragmatique. Un mot encore de l'apport de la pensée judéo-chrétienne. Dans le Premier Testament, au livre du Deutéronome, le prêt à intérêt concédé à un frère est proscrit, mais permis s'il l'est à un étranger. De même, l'alternance des 7 années de vaches grasses et des 7 années de vaches maigres compose une antique métaphore de la présence de cycles. Avec le Second Testament, la thésaurisation est condamnée, le travail vanté et une répartition plus équitable des revenus invoqués. Tous ces préceptes seront approfondis par les auteurs de la patristique, à l'instar de saint Jean Chrysostome en Orient ou de saint Augustin en Occident. Par leur truchement, la proclamation de la stérilité de l'argent et la quête du juste prix influenceront les penseurs médiévaux. Le Moyen Âge. Sans prétendre à l'exhaustivité, plusieurs courants de pensée se proposent. Islam, thomisme et antischolasticisme. L'éclosion, 7e siècle, puis l'expansion de l'islam d'abord vers la Syrie, l'Égypte et la Perse,
puis vers l'Afrique du Nord, enfin en direction de l'Inde et de l'Espagne érigent un pont entre les réflexions antiques et les suggestions médiévales. À preuve, nombre de foyers culturels en résultèrent. Les philosophes persans Ibn Sina 990-37 et arabes Ibn Rushd 1126 à 1198, plus connus sous les noms d'Avicenne et d'Averroès, y propagent les pensées de Platon et d'Aristote qu'ils avaient traduites en prenant le soin d'en aiguiser la critique de la crématistique mercantile. Les méditations de saint Thomas d'Aquin, disciple d'un disciple d'Averroès, en dérivent. Défenseur de la propriété privée jugée plus efficace que la propriété collective, protagoniste d'une répartition juste des gains et partisan d'une conception fort restrictive de l'argent, ce savant docteur de l'Église travaille également la notion de juste prix, la justesse reposant sur l'estimation commune. Aussitôt, ces vues ont généré nombre d'oppositions qu'illustrèrent les écrits de Jean Buridan, de son disciple Nicolas Orem, ou encore du philosophe allemand Gabriel Biel et du jésuite espagnol Luis de Molina, pour ne mentionner qu'eux. Mais toutes leurs considérations traitent de problèmes concrets tels le coût, l'utilité, le profit, l'escompte et les mutations monétaires si fréquentes à l'époque. Bref, là encore, une approche éminemment empirique fait autorité. La pensée arabo-musulmane. Dans le Coran, cependant que le commerce est autorisé, l'intérêt y est défendu de sorte que juifs, chrétiens et musulmans se rejoignent dans la condamnation de l'usure. En outre, la thésaurisation y est blâmée, tout comme dans le Second Testament. Enfin, tout en pardonnant ici comme ailleurs la minceur de nos connaissances, on soulignera que des questions aussi pratiques que celles touchant le commerce, l'artisanat, l'agriculture, la spéculation, la fraude, la famine, les excès fiscaux, la fonction des dépenses publiques, les fluctuations de prix, l'existence de monopoles, ont été âprement débattues au cours des siècles qui suivirent. Donc, force est de constater que l'ère médiévale est aussi imprégnée d'empirisme que celle qui l'avait précédée. Ainsi en alla-t-il de celle qui l'a suivie, donc de la Renaissance. La Renaissance. Période bouillonnante s'il en fut dans les arts, dans les sciences, dans les lettres, dans la religion, la Renaissance marque l'aube du mercantilisme qui s'étirera jusqu'au XVIIIe siècle. Ce courant n'est qu'une ode au pragmatisme. Plus que des penseurs, les mercantilistes sont en effet des praticiens pressés, avocats, négociants, hommes de cour, gérants de compagnies coloniales, qui préfèrent le réel au vrai en se distanciant de fait, des principes moraux qui avaient si profondément estampillé les siècles précédents. Ce n'est pas une théorie qui naît, mais plutôt une discipline. Loin d'être homogène, elle partage des idées simples. Accumuler des métaux précieux, favoriser le protectionnisme, promouvoir l'étatisme, stimuler la natalité. Par-delà ce patrimoine commun, elle se décline en options, bullionnistes, commercialistes, industrialistes, fiduciaires, caméralistes, qui voient le jour dans différents pays, Portugal, Espagne, France, Grande-Bretagne, Allemagne, provinces unies alias Pays-Bas. Sans nul doute, la concrétude demeure prégnante. La tentative de quantification de la production perce sous la plume de William Petty. La centralité de la monnaie préoccupe Sir Thomas Gresham, l'érection de barrières douanières obnubile Louise de Ortiz, le dynamisme de l'activité commerciale hante Thomas Main, le maintien d'un taux d'intérêt bas obsède Sir Josiah Child, l'agriculture et les travaux publics accaparent Sully, Barthélemy de Lafma dénonce la sous-consommation, le cardinal de Richelieu encourage l'apostrophe. Essor des compagnies coloniales, la multiplication des comptoirs et des manufactures est œuvre de Colbert, la bonne gestion des comptes publics agite, déjà, les auteurs allemands Gottlob von Justy et Joseph von Sonnenfels. En définitive, de la plus haute antiquité jusqu'au siècle des Lumières, il paraît évident que la recherche empirique à portée pragmatique a dominé. À compter de cette ère, la tonalité ne sera de loin plus la même. Recherche théorique à dessein dogmatique. En 1715, le roi Soleil s'éteint et avec lui, l'hégémonie française, l'Europe devient anglaise. S'estompe cet âge d'or qu'avait si bellement enorgueilli Molière, Vaugelas, Racine, La Fontaine, Corneille, Boileau, La Bruyère, Madame de Sévigné, Fénelon. Dans les lettres, Lebrun, Mignard, les frères Lenain, Poussin, Le Lorrain. En peinture, Levaux, Mansart. En architecture, Descartes, Pascal, de Fermat. En mathématiques, Couperin, Lully, Rameau. En musique, de Roberval, Picard, Mariotte. En physique, la liste n'étant exhaustive ni en termes de génie ni en ceux de discipline. Ce basculement qu'accompagna l'émergence de modes de raisonnement neufs,
préfigura un nouvel âge. Le libéralisme vagit, se répandit, avant que d'être la cible de vives contestations dont le marxisme ne fut pas la moindre et plus tard, de subir une quasi-métempsychose à l'instigation des marginalistes. Le libéralisme. Dans ces limbes, deux courants de pensée prennent forme. D'inspiration française et éprise de liberté, la physiocratie en constitue le premier, tandis que le second, nourri à la fois par des réflexions britanniques et françaises, inaugure le classicisme. Un point les soude, la croyance en des lois naturelles qui transcendent les lois civiles. Si cette idée avait déjà été travaillée, elle ne l'avait pas été dans un sens analytique. Les normes aristotéliciennes ou les finalisations thomistes en témoignent. À présent, la préoccupation devient théorique, voire incantatoire. En poursuivant son propre intérêt, tout individu sert autrui, fait qui, sous réserve de liberté et d'appropriation privée, concrétise une volonté providentielle. L'évolution à faire de la loi un dérivé de la nature des choses triomphe et porte au pinacle les thèses du philosophe John Locke, 1632 à 1704, du penseur Charles de Montesquieu, 1689 à 1755, ou du satiriste Bernard de Mandeville. La composante physiocratique. La physiocratie est libérale, sans le moindre doute. La philosophie sur laquelle elle repose postule l'existence d'un ordre naturel dû à la divine providence. Aussi importe-t-il de ne point s'y opposer. Laisser faire et laisser passer sont érigés au rang de préceptes. Bien sûr, il n'est pas niable que certains écrits furent descriptifs, à l'instar du tableau économique de François Quesnay 1758, ou des réflexions d'Anne-Robert Turgot tant sur les rendements non proportionnels que sur la hiérarchisation du taux d'intérêt. Il demeure qu'au rebours du mercantilisme, la physiocratie a façonné une authentique doctrine qui s'est transformée en une discipline désireuse de découvrir les lois gouvernant l'accumulation des richesses, dont la terre et l'agriculture scellèrent le nœud gordien. Quoi qu'il en fût, la quête de la liberté en est restée le maître mot. La composante classique. Le libéralisme, en vérité, fut davantage doctrinaire. Bien que Smith, Ricardo, Malthus, Mill, Lockfield, Senior et d'autres encore s'opposassent sur la notion de valeur, le point de vue défendu par Ricardo, celui de la valeur travail incorporée, prévalut, mais avouons que ce concept est de nulle portée pratique. Dans le domaine de la répartition des revenus, les analyses classiques pèchent par la défense de présupposés contestables, le choix d'un temps long, la théorie du fonds de salaire, la rente différentielle, le profit résiduel tendanciellement déclinant, des approches globales sommaires. Vantée par les uns, décriée par d'autres, la théorie quantitative de la monnaie relève de la supputation et la distribution équitable du stock d'or mondial qui en découle d'une vue de l'esprit. Par-delà ces insuffisances, les théories des avantages absolus d'Adam Smith, des coûts comparatifs de David Ricardo ou des valeurs internationales de John Stuart Mill n'ont point d'autre prétention que celle de sacraliser le libre-échange. En outre, la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say qui sous-tend l'automatisme de l'équilibre et celle de population de Robert Malthus qui prédit une fin cataclysmique dépeignent deux versants, l'un optimiste, l'autre pessimiste, d'une pharmacopée manifestement dissociée du réel. La dogmatique, rien que la dogmatique. Convenons du reste que toutes les préconisations libérales ne furent guère suivies dans les faits, quand elles ne furent pas contredites par eux. Prescriptions, agissements et résultats débouchent sur un divorce sidérant. Dans cet univers tant imprégné de philosophie individualiste et si tributaire d'une mécanicité aussi séduisante qu'erronée, il convient de ne retenir qu'un message primordial: la poursuite de l'intérêt individuel, auréolé d'un climat de concurrence, forge la clé du bien-être économique et social. L'incantatoire épatant, la concrétude maigrelette. Parce qu'elle ignore une psychologie autre que basée sur l'intérêt personnel, table sur une longueur de temps étrangère au règne du vivant, fait la portion congrue aux modifications des structures et minore les changements institutionnels, la synthèse classique, aussi grandiose fût-elle, subordonne l'homme à l'économique, et non l'inverse. Ces contradicteurs en furent allaité. Le socialisme. La profusion des tensions coloniales, économiques et sociales favorisa la formation des courants de pensée antilibéraux. Parmi eux, le socialisme occupe une place de choix, bien qu'il soit préférable de faire état de socialisme plutôt que d'un seul,
tant il est vrai que le socialisme idéaliste et le socialisme révolutionnaire partagent peu de points communs, mais aussi parce que la géographie de leur implantation est éparse. Le courant utopiste. La pensée utopiste fut diverse et variée. Par essence, elle se situe hors du champ du réel. C'est palpable chez Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, 1760 à 1825, qui initia une voie aristocratique dont la seule accointance avec le socialisme tenait dans son obsession à organiser la vie des êtres et l'ordonnancement des choses. L'idéalisme culmina chez un de ses disciples, Prosper Enfantin, qui dérapa dans la loufoquerie en se couronnant Christ des nations, et fut aussi présent chez un autre, Saint-Amand Bazard, qui préconisa l'élimination physique des patrons. Une autre voie, qualifiée de technocratique, fut tracée par Jean-Charles Léonard de Sismondi 1773 à 1842. À une critique solidement argumentée faisant affleurer deux concepts appelés à un bel avenir, la mieux-value et la concentration du capital, fit suite une thérapeutique aussi molle qu'incertaine, signant là la louable crainte des utopistes de voir les libertés publiques engloutir les libertés privées. Une voie associationniste fut esquissée de façon hasardeuse par le français Charles Fourier 1772 à 1837, inventeur des phalanstères, mais de manière probante par l'anglais Robert Owen 1771 à 1858, bâtisseur d'une entreprise modèle à New Lanark en Écosse du Sud. Enfin, Pierre-Joseph Proudhon 1809 à 1864 fraya la voie populiste, condamnant avec la dernière énergie et la propriété et l'inégalité. Sans compter la kyrielle de disciples, intellectuels ou praticiens, des fondateurs du socialisme du rêve où la chimère le disputa à la stérilité. Le courant scientifique. Le socialisme scientifique connut une toute autre envergure. Son porte-drapeau en fut Karl Marx, même si, depuis 1844, date de sa rencontre avec Friedrich Engels, il est permis de se demander lequel des deux penseurs exerça un ascendant sur l'autre, au fond peu nous chaud. La thèse défendue ici tient en ce que si Marx fut le remarquable protagoniste d'une philosophie de l'histoire radicalement neuve tout autant qu'un homme au sens politique aiguisé et sincère, il fut nettement moins novateur en économie, si bien que, toute ironie mise à part, il n'est pas incongru de soutenir qu'analytiquement il fut le dernier des classiques. À preuve, sa théorie de la valeur n'est qu'une reprise certes affinée, de celle imaginée par Ricardo. Sa thèse de la plus-value, emprunt direct à Sismondi qu'il se plaisait à ravaler au rang de père du socialisme petit bourgeois, ne plonge-t-elle pas ses racines dans les écrits de Smith, lequel avait justement observé que les travailleurs ne percevaient pas l'intégralité de la contrepartie de leurs efforts? Sa théorie microéconomique du profit, drapée du nom lyrique de théorie de la migration du capital, n'est-elle pas un copier-coller de la théorie libérale d'égalisation des prix des facteurs de la production? Quant à sa version macroéconomique, connue sous le nom de baisse tendancielle du taux de profit, elle n'est qu'un plagiat à mots couverts des conclusions du modèle de concurrence pure et parfaite de longue période. Dans tous ses écrits, l'économique se trouve ostensiblement subordonnée au politique, voilà tout. La rédaction du manifeste de même que celle du Capital l'atteste. Donc, la récurrence des crises économiques abordées davantage sur le plan idéologique qu'analytique, l'opposition des classes creusée sous l'angle politique plus que sociologique et l'effondrement du capitalisme que les mouvements révolutionnaires doivent précipiter, sont autant d'allégations venant corroborer la suprématie du politique sur l'économie. En tout cas, force est d'admettre que le marxisme tranche d'avec les abstractions classiques, réticentes à l'intervention publique, mais aussi d'avec les suggestions idéalistes, frileuses elles aussi au regard de l'étatisme pour les raisons susmentionnées. Les autres courants. Avant que d'aborder le troisième courant dogmatique, il importe de signaler que le libéralisme fut contesté par d'autres auteurs non socialistes. Songeons aux protectionnistes, aux étatistes, aux sociologues, aux historicistes et aux ingénieurs qui, sans S', affiliés à une idéologie pour la plupart, ne renoncèrent pas tous à la tentation théorique. Friedrich List, 1789 à 1846, Gustav Schmoller, 1838 à 1937, Jules Dupuy, 1804 à 1866, Augustin Cournot, 1801 à 1877, ou Émile Chesson comptèrent parmi eux. Le marginalisme. Avec le marginalisme,
le dogmatisme ordonne à nouveau puisque ses pères fondateurs, Léon Walras 1834 à 1910, Stanley Zevon 1835 à 1882 et Karl Menger 1840 à 1921, tout comme leurs innombrables descendants se réclamèrent du libéralisme. Toutefois, on aurait pu s'attendre à ce qu'avertis des critiques qui avaient griffé leurs prédécesseurs classiques, ils s'employassent à en corriger les excès. Il n'en fut rien. Bien au contraire, ils s'efforcent de concevoir des modèles bardés d'abstraction destinés à faire de l'économie politique une science philosophiquement neutre, péché capital s'il en est. Là encore, étayons notre thèse. Majoritairement objective chez les classiques, la théorie néoclassique de la valeur devient unanimement subjective. Walras la fonde sur la rareté relative, Zevon sur le degré final d'utilité, Menger sur l'intensité ressentie du dernier besoin. Disciple de Menger et lecteur de Zevon, l'Allemand Eugen von Böhm-Bawerk, 1851 à 1914, ébauche une théorie du capital qui, scellée à de solides bases mathématiques et graphiques, démontre que les facteurs de la production sont rémunérés à leur produit marginal. Walras, Fischer, Marshall, Pigou, Robertson et Le Keynes d'avant 1930 se chamaillent à l'envi à propos du quantitativisme et de la supputation dichotomie. S'adonnant à l'étude de l'équilibre partiel et du temps, Alfred Marshall 1842 à 1924, lui aussi, s'adonne à la spéculation en l'enrichissant de plusieurs outils, élasticité, surplus, prix d'offre, prix de demande, externalité, tout en se questionnant sur la rétribution des facteurs et les rendements croissants, antique prémisse de la croissance endogène. Enfin, de manière apothéotique, la construction walraso-paressienne vient couronner ses travaux rébarbatifs. En conclusion avec les marginalistes, la recherche théorique ne domine pas, elle règne, érigeant à nouveau le libéralisme en dogme. Les temps modernes infléchiront ces tendances. Recherche éclectique à visée politique. On ne peut passer sous silence l'apport de John. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.